contre le destin fatal sur lequel débouchent aujourd'hui concrètement les imaginaires métaphysiques et théologiques traditionnels qui ne reconnaissent à l'humanité qu'une transcendance symbolique. Mais la postmodernité doit être réellement postmoderne, c'est-à-dire se construire sur la base assurée d'une traduction dans les faits de l'essentiel des idéaux modernes dont l'humanité reste aujourd'hui encore bien éloignée. La postmodernité doit encore viser la diminution de la souffrance, pas seulement celle des humains, comme le voulait déjà la modernité, mais celle de tous les vivants. Donc ce projet, j'ai employé le terme de démesure, ce projet messianique, pourrait-on dire, d'éradiquer la souffrance, non seulement chez l'homme, mais dans l'entièreté du vivant. Il y a donc, dans la rhétorique de ces auteurs, ce désir fantasmatique d'organiser le salut de l'espèce humaine, un salut qui passe justement par l'éradication de la souffrance. Et cette souffrance vue comme donnée globale, qui pèse sur la balance entre bien-être et mal-être au niveau de la planète, ce qui peut éventuellement justifier l'élimination du souffrant dans quelques cas. Qu'en est-il maintenant de la bioéthique institutionnelle? Je ne pouvais évidemment pas faire un tableau complet. Je suis heureux que soient dans la salle plusieurs acteurs de cette bioéthique institutionnelle dans notre pays, ce qui nous promet un débat enrichissant. J'aimerais simplement partir de l'exemple de la recherche sur l'embryon en contexte français, en faisant un peu l'histoire de certains rapports qui ont compté dans l'élaboration de la législation, pour essayer de montrer comment, à travers cet exemple, on voit que la bioéthique institutionnelle elle-même fonctionne aussi sur ce moteur, j'allais dire, au nom du traitement de la souffrance. Finalement, les frontières de l'éthique bougent. Rappelons pour mémoire l'influence sur la réflexion française du rapport Warnock de 1984 en Grande-Bretagne sur la reproduction humaine et l'embryologie, le premier du genre en Europe, si je ne me trompe. Ce rapport est traversé par une conviction. La frustration du désir d'enfant justifie la légalisation des pratiques de fécondation artificielle et donc des éléments conditionnant leur efficacité, production, congélation et recherche sur les embryons surnuméraires, recherche sur la fécondation interespèces. Et concernant la recherche sur l'embryon, le rapport estime que le respect de l'embryon ne saurait être absolu et pourrait être soupesé avec les bénéfices dérivant de la recherche. Certaines recherches, donc, ne pourraient faire l'économie de l'utilisation des embryons humains et, par exemple, nous le mentionnons tout à l'heure, des cas comme la trisomie 21 ou les recherches sur les processus de fécondation humaine justifieraient donc la recherche sur l'embryon. Et c'est pourquoi le rapport considère possible ces recherches jusqu'à la fameuse limite du 14e jour. Pour la Commission, il s'agit donc avant tout de favoriser ce qui remédie à la souffrance de ne pouvoir engendrer, sachant qu'elle est attentive à réglementer les pratiques pour calmer, je dirais, cette autre souffrance, collective cette fois, la souffrance qu'elle appelle les préoccupations, l'inquiétude ou l'anxiété de l'opinion publique. Si nous traversons la Manche, et nous venons en France, 2 ans après le rapport Warnock, avis numéro 8 du 15 décembre 1986 du Comité consultatif national d'éthique, est traversé par une tension qui reviendra souvent dans les documents français. Je pense que M. Leonetti a fait allusion indirectement tout à l'heure. Comment concilier le respect de la vie humaine naissante et les progrès attendus en matière de connaissances scientifiques et en thérapie? Le comité souhaite faire prévaloir dans un premier temps les significations anthropologiques, culturelles et éthiques du début de la vie humaine, ainsi que les conséquences ou les bouleversements que certaines pratiques ou recherches pourraient entraîner sur l'ensemble des représentations de la personne humaine, sur les avantages qui pourraient résulter pour le progrès des connaissances ou l'amélioration des thérapeutiques d'une réduction à l'état d'objet de la personne humaine, fût-elle potentielle. Donc, en commençant son avis, il y a cette annonciation d'une volonté de faire prévaloir le respect d'une certaine dignité de l'embryon sur le progrès des connaissances ou l'amélioration des thérapeutiques. Concernant la recherche sur l'embryon humain in vitro, partant du fait que cette recherche existe déjà et qu'elle doit être réglementée,
le comité, malgré l'opposition de certains de ses membres, admet des essais cliniques destinés à l'amélioration des performances de la FIVET et ouvre, pour ainsi dire à reculons, la possibilité de recherche sur les embryons surnuméraires. Subrepticement, la supériorité symbolique du respect de l'embryon sur les avancées thérapeutiques escomptées a laissé place à la tolérance d'un arbitrage sous couvert de conflits de valeurs entre respect de l'embryon d'un côté et intérêt médical d'un projet de recherche. L'espoir thérapeutique fait bouger les frontières éthiques. Rappelons en effet que 2 ans auparavant, le CCNE avait recommandé d'interdire le maintien artificiel de la vie de l'embryon ou du fœtus en vue de la recherche ou de prélèvement à fin thérapeutique. Le rapport du Conseil d'État de 1988 sur sciences de la vie, de l'éthique au droit est assez proche de l'avis du CCNE et propose d'autoriser, lui, à certaines conditions, ces recherches sur l'embryon, pour l'embryon en tout cas non destiné à être réimplanté. Certaines recherches seraient autorisées et nous trouvons également dans ce rapport le binôme entre progrès thérapeutique et progrès scientifique, bien souvent évoqué. Le rapport dit, évidemment, on pourrait interdire toute recherche, mais ce serait à la fois inefficace parce que ça risque d'être fait clandestinement et excessif puisque les chercheurs ne l'accepteraient pas. Nous prenons quelques années et nous arrivons au rapport Mattei de 1994 qui est assez proche, j'allais dire, de la logique de fond du premier rapport britannique, le rapport Warnock, où, tout en déplorant que le législateur ne se soit pas prononcé plus tôt sur les techniques de FIVET, le rapport estime qu'il n'est pas possible de revenir sur ces techniques et, de ce fait, pour un bilan finalement plutôt positif de la FIVET, partant de là, au nom de l'efficacité de ces techniques, accepte la création d'embryons surnuméraires et avalise également leur cryoconservation. Et si la création d'embryons aux seules fins de la recherche, si le clonage et toute recherche à caractère purement fondamental ou spéculatif sont fermement rejetés, une porte est ouverte aux études sur les embryons, dans les seuls cas où la recherche se justifie par une finalité médicale. Voilà le point. On le sait, la loi du 29 juillet 1994 interdira toute expérimentation sur l'embryon, mais autorisera à titre exceptionnel des études à finalité médicale après consentement écrit du couple géniteur et à condition que celle-ci ne porte pas atteinte à l'embryon. 1997, le clonage de la brebis Dolly et le premier isolement l'année d'après de cellules souches embryonnaires humaines dérivées de blastocystes par l'équipe de Thomson. Ces 2 événements ont évidemment donné une nouvelle actualité au débat sur les recherches utilisant des embryons humains. C'est ce que disait le professeur Morange tout à l'heure. Le progrès scientifique amène nécessairement des nouvelles questions éthiques. Les textes internationaux, Convention d'Oviedo de 1996, Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies du 9 décembre 1998, éludent quelque peu le sujet des recherches sur l'embryon ou renvoient aux législations nationales. Il nous faut donc nous rabattre de nouveau sur les différents rapports parus en France 5 ans après les lois de bioéthique, 99. Plusieurs ont noté à ce sujet le tournant amorcé par l'avis 53 du CCNE, daté du 11 mars 1997. Le CCNE anticipait, donc on peut lui rendre hommage à la suite du professeur Morange, le CCNE anticipait sur la création envisagée de lignées de cellules souches embryonnaires humaines pour éviter que les biologistes, les médecins et les autorités sanitaires se trouvent face à de difficiles problèmes si ceux-ci n'avaient jamais été discutés auparavant. La conclusion de cette discussion au sein du comité montre une fois encore comment l'argument thérapeutique, la perspective de venir remédier à une souffrance, fait tomber les barrières éthiques. Voici ce que nous lisons dans les recommandations. L'article L152.8 du Code de la santé publique interdit aujourd'hui toute recherche sur l'embryon. De ce fait, l'établissement de lignées de cellules ES à partir de blastocystes humains obtenus par fécondation in vitro et cultivés ex vivo n'est pas possible. Cependant,
compte tenu des importantes perspectives dans les recherches thérapeutiques, des dispositions nouvelles prises dans le cadre de la révision de la loi, prévue à l'échéance de l'année 1999, devraient permettre de modifier